occlusure au dépend de l'artère sylvienne, mais juste la branche terminale. Ou une petite branche terminale de l'artère sylvienne. D'accord? Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, quel que soit le syndrome anatomoclinique, le mode d'installation doit être brutal. D'accord? Donc, 3 éléments à connaître avant qu'on démarre la description des syndromes anatomocliniques. Mode d'installation brutal. D'accord? Des syndromes anatomocliniques précis. Et chaque syndrome, il vous oriente vers un territoire particulier. 3e élément, c'est qu'on peut avoir des syndromes anatomocliniques incomplets. D'accord? 4e point, parfois, on peut avoir des AVC multiples. Un patient qui se présente avec, parce qu'il a une cardiopathie, par exemple, il a une endocardite infectieuse qui va être responsable de la migration de plusieurs emboles. Je peux avoir un tableau clinique vraiment complexe et que je doute que c'est un AVC multiple. À ce moment-là, le raisonnement syndromique va être plus difficile, mais l'IRM ou l'imagerie vont vous donner le diagnostic. Ça veut dire que vous allez vous perdre à l'étape sémiologique. D'accord? On peut avoir un patient qui a un déficit brachial du côté droit avec un déficit brachial et crural du côté gauche. Ça dérange, parce que vous allez dire, est-ce que c'est un problème du tronc cérébral ou c'est un problème encéphalique bilatéral, et dans ce cas-là, c'est des AVC multiples. Mais heureusement, c'est des situations qui sont quand même moins fréquentes que le cas classique, une seule artère qui est obstruée. Et puis l'imagerie vous donnera le diagnostic, vous allez voir rapidement que vous avez 2 zones de nécrose différentes, on va vous parler d'AVC ischémique multiple. On va commencer par l'artère. L'AVC ischémique dépend de l'artère cérébrale antérieure. Les syndromes, c'est extrêmement important pour l'examen. Parce que le cas clinique, si on vous donne un cas clinique, on va vous donner des symptômes. D'accord? Une fois que vous les regroupez, vous allez retrouver un syndrome, par exemple, de la cérébrale antérieure. Donc, on vous posera de quel syndrome s'agit-il? Ce syndrome-là, il vous oriente vers quel est le mécanisme? Vous allez évoquer le mécanisme vasculaire. Ce mécanisme vasculaire, il vous oriente vers quelle artère qui est touchée. Vous allez reconnaître facilement l'artère cérébrale antérieure. Par la suite, on vous dira quels sont les examens complémentaires pour étayer vos diagnostics. On vous dira par la suite, on vous donne l'imagerie suivante, interprétée. On va mettre cette image-là et interpréter. Par la suite, on vous dira quel examen complémentaire à demander en premier pour rechercher la cause de l'AVC. Et par la suite, on vous posera la question sur la prise en charge. D'accord? Donc l'AVC ischémique dépend de l'artère cérébrale antérieure. Il représente moins de 3% de l'ensemble des AVC ischémiques. Il va se traduire par une faiblesse, une impotence fonctionnelle contralatérale du membre inférieur. Vous voyez, vous connaissez la voie corticospinale, corticopyramidale qui va décusser au niveau bulbaire. Donc tout ce qui est au-dessus de la décussation, c'est contralatéral. On parle d'une monoparésie en monoplégie crurale. On va avoir un état de mutisme et surtout la présence d'un syndrome frontal. La présence d'un syndrome frontal associé à une monoparésie crurale, parce que vous avez l'installation brutale, vous allez dire que je suis face certainement à un AVC au dépend de l'artère cérébrale antérieure. Donc le syndrome frontal, on va avoir une apathie, une indifférence, une euphorie, du trouble de l'attention, un comportement de préhension, trouble du comportement sphinctérien avec une incontinence anale et urinaire. D'accord? Donc c'est très facile à reconnaître. C'est un patient qui va se présenter avec une hémiplégie ou une hémiparésie, mais à prédominance crurale. D'accord? Et qui présente un syndrome frontal. On va passer à l'artère sylvienne. Ici, on vous a mis ce schéma-là qui représente le territoire superficiel de l'artère sylvienne. D'accord? Ici, le territoire superficiel de l'artère sylvienne. Ici, l'IRM, je vous montre une ischémie ou un affaissement ischémique au dépend du territoire profond de l'artère sylvienne. Gauche. Et ici, vous avez une ischémie au dépend du territoire superficiel et du territoire profond. D'accord?
Les ischémies aux dépens de l'artère sylvienne, ils constituent le premier siège des AVC ischémiques. Le tableau clinique il va comporter une hémiparésie ou une hémiplégie avec d'autres symptômes qui varient en fonction de l'hémisphère qui est touché. Est-ce que c'est l'hémisphère dominant ou l'hémisphère mineur? Donc on va avoir une hémiplégie contralatérale à prédominance brachiale, au brachiofacial. Tout à l'heure dans la sylvienne, on a dit une hémiparésie à prédominance crurale. L'artère sylvienne, c'est une hémiparésie ou une hémiplégie à prédominance brachiofaciale. On va avoir une hémi-hypoesthésie superficielle et profonde parce que l'infarcissement il va toucher la pariétale ascendante. D'accord? L'hémiparésie à prédominance brachiale, c'est parce qu'il y a une atteinte de la frontale ascendante. L'ischémie peut intéresser la pariétale ascendante et à ce moment-là, on va avoir une hypoesthésie superficielle et profonde. On va avoir une hémianopsie homonyme latérale parce qu'on a une atteinte des radiations optiques. On va avoir une aphasie si vous avez une atteinte de l'hémisphère, si vous avez une hémiplégie droite, une personne droitière, on va avoir une aphasie par une atteinte, que ce soit de l'aire de Broca ou l'aire de Wernicke. Lorsque vous avez une atteinte de l'hémisphère mineur, on va voir ce qu'on appelle le syndrome d'héminégligence. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Le syndrome de la cérébrale antérieure, c'est plus une hémiparésie à prédominance crurale associée à un syndrome frontal. L'atteinte de la branche superficielle de la sylvienne va se traduire par une hémiplégie ou une hémiparésie, toujours contralatérale à la lésion, mais cette fois-ci à prédominance brachiofaciale, en rapport avec la frontale ascendante. On peut avoir une hypoesthésie tactile fine, grossière, au rapport avec une atteinte de la pariétale ascendante. On va avoir une hémianopsie latérale homonyme parce que vous avez une atteinte des radiations optiques. Et on va avoir en fonction de l'atteinte de l'hémisphère, est-ce que c'est l'hémisphère dominant ou mineur? Lorsque vous avez une atteinte de l'hémisphère dominant, on va avoir une aphasie. À ce moment-là, on peut avoir soit une aphasie motrice de Broca par une atteinte du pied de F3, soit une atteinte plutôt postérieure. Et à ce moment-là, vous avez une aphasie de Wernicke. Lorsque vous avez une atteinte de l'hémisphère mineur, on va avoir un syndrome d'héminégligence. C'est bon? Vous connaissez c'est quoi le syndrome d'héminégligence? Je ne sais pas que vous dites moi. Le syndrome d'héminégligence, c'est un patient qui va finalement négliger tout ce qui existe au niveau de son hémichamp visuel gauche. C'est-à-dire le patient il est allongé, d'accord, on fait le test comme ça, le patient il est allongé, la tête en position médiane. On va lui poser la question, monsieur, essayez de calculer tout ce qui est devant vous, tout ce qui se présente dans votre champ visuel sans qu'il tourne la tête. D'accord? Il va commencer à calculer 1, 2, 3. Il va s'arrêter parce qu'il y a un syndrome d'héminégligence corporelle. D'accord? Il va commencer 1, 2, 3. Bien évidemment, lorsqu'il va faire comme ça, il va commencer à calculer 1, 2, 3, mais tout ce qui est au niveau de l'hémichamp gauche, il va le négliger. D'accord? C'est très facile, c'est facile à reconnaître, mais il faut savoir le chercher. Donc chaque fois qu'on a une hémiplégie gauche, ça veut dire la nécrose, elle est aux dépens de l'hémisphère mineur. Là, je parle d'une personne droitière. Donc j'aimerais bien que l'étudiant, lorsqu'il me présente le cas, il me dit, voilà, j'ai un patient qui présente une hémiplégie gauche, son syndrome d'héminégligence. Parce que je sais qu'il a assisté à son cours, je sais qu'il a reconnu un syndrome de la sylvienne superficielle, et parce qu'il fait la différence entre l'hémisphère dominant et l'hémisphère mineur, il n'a pas dit, il n'a pas d'aphasie, parce que le patient il est droitier, les rtules engagées sont à gauche. Par contre, il va chercher un syndrome d'héminégligence. D'accord? Lorsque vous avez une atteinte de la branche profonde de la sylvienne, on va avoir ce qu'on appelle l'hémiplégie totale, massive, proportionnelle, par une atteinte de la capsule interne. D'accord? Donc la branche profonde ou les artères lenticulostriées ou les branches perforantes de la sylvienne, ils vont vasculariser la capsule interne et vous allez avoir une hémiplégie totale, massive et proportionnelle contralatérale.
On peut avoir les troubles sensitifs, ils sont absents, parce que la capsule interne, c'est le siège de passage de la capsule interne, donc les voies motrices. On peut avoir une hémianopsie latérale homonyme par une atteinte des radiations optiques, et on peut avoir des troubles de la vigilance, parce que le thalamus est à côté, je peux avoir une atteinte de la réticulée thalamique. Donc, les AVC, au dépend de l'artère sylvienne, sont le mode de présentation le plus fréquent. Cliniquement, il faut être capable de faire la différence entre l'ischémie au dépend du territoire superficiel de la sylvienne ou le territoire profond de la sylvienne. Le territoire superficiel, c'est un syndrome hémipyramidal qui est non proportionnel et qui est impur. Impur parce qu'on a parlé de troubles sensitifs, on a parlé de troubles de la parole, on a parlé d'un syndrome d'héminégligence. Alors que dans l'atteinte de la branche profonde de la sylvienne, on parle d'un syndrome hémipyramidal massif parce que la capsule interne, la capsule interne, c'est une petite structure où la voie pyramidale, il passe très condensée. Donc toute lésion à ce niveau-là va donner une hémiplégie massive. D'accord? Mais il est pur parce qu'il n'y a pas d'atteinte sensitive. On peut avoir des troubles de conscience par une atteinte de proximité. On va avoir également une hémianopsie latérale homonyme. Parfois, on a une atteinte de la sylvienne totale. Ça veut dire une occlusion depuis l'origine de l'artère sylvienne. Donc, on va avoir ou c'est bien une nécrose ou une ischémie au dépend du territoire profond et du territoire superficiel. Le tableau est très facile à connaître parce que c'est un patient qui va se présenter avec des troubles de conscience, parce qu'on a une hémiplégie, on a une ischémie d'un territoire qui est important. C'est un patient qui généralement se présente avec des troubles de la conscience. On dit c'est un patient qui a un regard latéralisé vers la lésion. On dit que le patient regarde sa lésion. On voit que le patient il a un regard avec une rotation de la tête. C'est là par exemple une hémiplégie droite. C'est un patient qui va regarder sa lésion. Il faut être juste attentif pour voir qu'il y a une déviation du regard, une déviation de la tête vers le côté de la lésion. Et on va voir une hémiplégie massive, mais malheureusement cette fois-ci, elle est impure. C'est une hémiplégie qui est massive, proportionnelle, mais est impure. Lorsqu'il s'agit d'une hémiplégie massive et qui est pure, c'est une atteinte de la capsule interne. Et à ce moment-là, généralement, on n'a pas de trouble de conscience. On n'a pas de rotation de la tête. Lorsque l'hémiplégie est non proportionnelle et qu'elle est impure, c'est plus une atteinte corticale. Généralement, on n'avait pas de trouble de conscience. On n'avait pas la rotation de la tête et du regard. Lorsque vous avez du trouble de conscience, une déviation de la tête, déviation du regard, avec une hémiplégie qui est massive, qui est importante, qui est impure, vous dites, je suis face à un AVC ischémique probable au dépend de l'artère sylvienne, que ce soit une branche profonde ou superficielle. D'accord? On peut avoir un AVC ischémique au dépend de l'artère choroïdienne antérieure. Et à ce moment-là, on peut avoir également une hémiplégie massive et proportionnelle parce que l'artère choroïdienne il participe à la vascularisation d'une partie de la capsule interne, notamment la partie inférieure du bras postérieur de la capsule interne. On peut avoir une hémianesthésie atolémante par atteinte de radiation thalamique et on peut avoir une hémianopsie latérale homonyme par une atteinte des radiations optiques. On peut avoir un AVC ischémique au dépend de l'artère cérébrale postérieure. Et à ce moment-là, on individualise c'est comme l'AVC au dépend de l'artère sylvienne, soit les branches superficielles, soit les branches profondes. Lorsque vous avez une atteinte du territoire superficiel, vous avez un patient qui va se présenter avec des troubles visuels au premier plan, que des troubles visuels. On peut avoir une hémianopsie latérale homonyme, ou on peut avoir des troubles visuels plutôt complexes. Un problème d'alexie, c'est un patient qui regarde mais ne peut pas lire. D'accord? On peut avoir un problème d'anomie.
On lui présente les objets, il sait que c'est un stylo, il peut l'écrire, mais il ne peut pas prononcer le stylo. On peut avoir un problème d'agnosie visuelle. Ça veut dire qu'il sait qu'il voit les objets, mais il ne reconnaît pas les objets. Ça veut dire qu'il sait que c'est quoi, il sait que c'est, mais il ne le reconnaît pas. Ou on peut avoir ce qu'on appelle la prosopagnosie, qui est un problème de reconnaissance des visages. D'accord? Ça veut dire il vous connaît, mais il connaît. Votre visage, il ne le connaît pas. Ça veut dire qu'il vous voit, il vous observe, il sait que vous êtes là, mais il ne sait pas même. Tu es ton ami, son ami, ou je ne sais pas quoi. Il vous observe, il vous voit, vous êtes là, vous êtes présent, mais il ne vous connaît pas. D'accord? Lorsque vous avez une atteinte du territoire profond de l'artère cérébrale postérieure, on va avoir une hémihypoesthésie contralatérale, on peut avoir des douleurs de l'hémicorps par une atteinte thalamique, on peut avoir ce qu'on appelle des mouvements athétosiques, des mouvements anormaux de la main contralatérale, on va avoir une hémianopsie latérale homonyme. Lorsque vous avez une atteinte de la partie paramédiane du thalamus, une des branches, une des territoires de l'artère cérébrale postérieure, on va avoir des troubles de vigilance, on peut avoir une paralysie de verticalité, on peut avoir des troubles de la mémoire, on peut avoir des aphasies thalamiques. C'est des présentations qui sont extrêmement rares. D'accord? Ce que je demande de vous, c'est de reconnaître la présentation de l'artère cérébrale antérieure, parce que quand même, certes c'est rare, mais c'est tellement caractéristique. Les trois territoires, les branches superficielles, profondes et la sylvienne totale. La choroïdienne antérieure, c'est important. La choroïdienne antérieure, parce que il ressemble à l'artère, au territoire de la cérébrale, le territoire profond de la sylvienne. C'est pour ça qu'il faudrait la connaître. Les syndromes anatomocliniques vasculaires des troncs cérébrales, ils sont extrêmement nombreux et extrêmement complexes. C'est pour ça qu'on vous demande de retenir 4 syndromes. D'accord? Le syndrome de Wallenberg, c'est le syndrome le plus étudié, le plus caractéristique des AVC du tronc cérébral. D'accord? Donc quelque chose qui est fréquent, qui est caractéristique, il faudrait la connaître. D'accord? C'est le plus fréquent, le mieux caractérisé des infarctus du tronc cérébral. D'accord? C'est un infarctus qui est au dépend de la branche, d'une branche de l'artère cérébelleuse postérieure inférieure, qui est également une branche du tronc basilaire, qui est destinée à la vascularisation de la fosse latérale du bulbe. Donc, le patient va se présenter avec un vertige intense, d'accord? Et on va avoir une atteinte du 3. Du côté de la lésion, on va avoir une atteinte du 5 parce que au niveau de la fossette latérale du bulbe, vous avez le noyau inférieur ou le noyau bulbaire du 5. Vous avez une atteinte des nerfs mixtes. Le 9, le 10, avec le patient, va se présenter avec des troubles de la déglutition, des phonation et un OK. On va avoir un syndrome de Claude-Bernard-Horner. On va avoir un hémisyndrome cérébelleux, plutôt statique par une atteinte du pédoncule cérébelleux inférieur. Et on va avoir un syndrome vestibulaire par une atteinte du noyau vestibulaire. D'accord? Ça, c'est du côté de la lésion. Du côté opposé de la lésion, on va avoir une hémianesthésie respectant la face, surtout touchant la sensibilité thermoalgique et respectant la sensibilité profonde. Donc, ce syndrome, c'est un mode de présentation très classique des syndromes du tronc cérébral. Donc, il est très fréquent, il faudrait l'apprendre par cœur. D'accord? Donc, du côté de la lésion, une atteinte du 5, une atteinte du 9 et du 10, un syndrome de Claude-Bernard-Horner, un syndrome vestibulaire avec un hémisyndrome cérébelleux. Et du côté opposé, une hémianesthésie respectant la face, touchant la sensibilité thermoalgique et respectant la sensibilité profonde. On remonte à l'état supérieur, on va voir ce qu'on appelle les syndromes, les atteintes plutôt mésencéphaliques. Et à ce moment-là, vous avez le syndrome de Weber, très facile à reconnaître. C'est une hémiplégie, c'est un syndrome alterne. Rappelez-vous, dans le cours de sémiologie de 2e année, lorsqu'on a parlé du syndrome pyramidal, on a dit toute atteinte de l'ovaire pyramidal au niveau de tronc cérébral, il va donner un syndrome alterne qui comporte une hémiplégie contralatérale avec une atteinte homolatérale d'une paire crânienne.
Le syndrome de Weber, c'est une hémiplégie contralatérale associée à une atteinte du tronc homolatéral. D'accord? Le syndrome de Claude, c'est un hémisyndrome cérébelleux contralatéral avec une atteinte du tronc homolatéral. Le syndrome de Bénédicte, ce sont des mouvements anormaux contralatéraux avec une atteinte du tronc homolatéral. D'accord?